La forêt de Cassagne fait 20 hectares. Donc 20 hectares de chênes principalement. Et donc 2 chênes. Le chêne pédonculé dans la partie basse. Et puis sur la partie haute où on va arriver, plutôt du chêne rouvre. Et moi, quand je suis arrivé, les chênes avaient à peu près cette grosseur-là. Donc là, j'étais vraiment au cœur de l'exploitation, avec surtout du débardage avec des gros tracteurs hyper puissants. Et puis au bout d'un certain temps, ça a commencé à me peser parce que c'était du conflit, c'était du gros conflit, notamment pendant les remises en état. C'est-à-dire que un tracteur ça fait 15 tonnes ou des fois 40 tonnes quand c'est chargé, si le sol est humide, ça vous fait des ornières et donc à la fin il faut remettre en état, c'est-à-dire reniveler. Enfin, j'étais poussé dans des situations où j'en avais vraiment ras-le-bol ces histoires-là et donc j'ai commencé à me documenter. J'ai tiré les fils et je suis arrivé à trouver un certain nombre de gens, sensibiliser aussi à l'idée d'un bûcheronnage, pas que de production, pas que de rentabilité, beaucoup plus, à la fois fin et sensible, voilà. Et donc je les ai mis en contact, donc les débusqueurs et les bûcherons, et un jour on s'est retrouvés en forêt, ils ont commencé à parler de leur métier et la façon dont ils allaient pouvoir coopérer ensemble. Allez. Oh. On peut démarrer septembre en montagne, septembre à juin, plus tard, quoi. Après, il y a le soleil, il y a les nids, Voilà, moi les périodes de nidification, je travaille pas. Il n'y a pas de traces de tracteur, il n'y a pas d'ornière. Après nous, là dans une semaine, oui, là il y a un peu les traces des troncs, mais d'ici une semaine on verra même plus qu'on est venu dans cette forêt, quoi. Et l'impact sur le sol, là, elle est de zéro, quoi. On casse pas la forêt. On est vus comme des marginaux, mais nous on se sent pas marginal, nous on se sent moderne justement aujourd'hui, quoi. Enfin moi je me sens moderne aujourd'hui, quoi, de la manière dont je le fais. Et pour moi le faire avec les chevaux en forêt, c'est là que ça prend son sens, quoi, parce que s'il faudrait que je le fasse avec un tracteur, je le ferais pas. Voilà, allez, super. Allez, go. Oh. Oui, voilà, allez. Il y a plein de manières de gérer la forêt. Je vais essayer de résumer la gestion d'une futée irrégulière comme ça. La différence entre la futée régulière et la futée irrégulière, c'est qu'en futée régulière, on va mener tous les arbres à un âge de maturité en même temps. Et donc à la fin, on fera une coupe rase. Et éventuellement, on replantera ou on aura obtenu une régénération suffisante pour que la forêt reparte d'elle-même. Mais on aura créé un cycle comme ça qui est pas du tout naturel. Une futée irrégulière, c'est mené en régénération naturelle. On cherche à pousser la forêt à se régénérer elle-même en sélectionnant des arbres sémenciers. On aura tendance à couper des arbres qui sont dominés par des arbres d'avenir. Donc on laisse l'arbre d'avenir en place, on coupe un arbre qui de toutes les façons aurait fini par mourir. Voilà.
C'est pas sans impact, mais ça a un moindre impact que le fait de vouloir tout contrôler. Au point, ça serait bien que toi tu arrives à le décaler un peu comme ça. Ah ouais. Pour qu'il passe celui-là. Là. Parce que tu vois comment il est foutu. Ouais. Attention, il a bougé quand même, hein. Quoi? Va-t'en. On a commencé l'automne dernier à travailler avec des chevaux, c'était la première fois pour nous. Ouais. Voilà, allez. On est peut-être allé un peu trop loin dans le fait de vouloir tout mécaniser et on s'en rend compte ne serait-ce que parce que, encore une fois, pour un débardeur, mettre 100 ou 150 litres de fuel tous les jours dans sa machine, à un moment donné, ça me met face à une réalité. Même des fois, c'est même au débardeur que ça pose un problème, dans le sens où là, le dernier chantier qu'on a fait, le tracteur, il restait planté dans la parcelle parce que il était trop lourd. Et il était bien content que les chevaux aient pu lui rapporter, lui ramener le bois plus près. Donc oui, forcément, il y a forcément quelque chose qui se dessine. Ouais. Oh! Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Tu nous donneras un petit coup sur la branche sur le milieu. Tu peux le laisser peut-être pour l'instant et on demande à la jument de sortir après. Ouais. Mets-le juste sur le bord là. Il y a une entraide qui se met en place. Ça simplifie la vie des bûcherons. Et par contre, c'est plus contraignant pour eux. Les bois doivent être complètement bien ébranchés, sinon pour le cheval, ça nécessite plus d'efforts pour les tracter. Et les voies de débardage doivent être aussi bien nettoyées pour que, pareil, pour enlever de l'effort au cheval. C'est une façon de travailler soigneuse. Brume, ça suffit, hein? C'est bon? C'est ça. C'était ça qui bloque. C'est quand il y a un chicot, tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Regarde s'il y a d'autres chicots, mais je pense que ça ira là. Aïe, aïe, brume, aïe. Aïe, aïe, brume. C'est tant qu'on est... Allez, brume. Aïe, aïe. C'est bien grande. Très bien, ma fille. Je vais lui enlever la petite et elle va partir avec la grande. Oh, oh, ne bouge pas. Voilà. On rencontre des fois des techniques quand un arbre vient se fendre dans un autre. Au lieu de tomber par terre, il s'accroche dans un autre arbre. Bon là, le cheval, clairement, y a pas, parce qu'un tracteur pourrait le faire, mais il va pas se déplacer pour un arbre. Le cheval, il vient, il accroche l'arbre, il nous décroche et puis voilà, et on peut continuer notre travail. Par exemple, pour ça, il n'y a pas d'équivalent. Si tu peux faire un 2 mètres, j'ai ma chaîne coincée en dessous. Mais il y a besoin de travailler en rythme, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours là, on peut pas se dire tiens, on prend de l'avance et on peut le faire un peu, mais
dans une certaine limite, quoi. Parce qu'il faut vraiment rester en rythme avec le cheval et pouvoir être là au bon moment pour l'aider. Comme lui, il est là au bon moment pour nous aider, quoi. Parce qu'il y a des fois là, on serait vraiment embêtés. Aïe, un pas, un pas, un pas, un pas, Brume, un pas. Aïe, un pas. Aïe. Aïe. Oh, oh, merci. De façon générale, les chevaux sont généreux en fait dans ce qu'ils nous donnent. Physiquement, ils donnent beaucoup. Et plus on devient performant, plus c'est facile. Oh, oh. Tu tournes gauche. Et eux, ils vont progresser et vraiment commencer à comprendre et avoir le sens des arbres qui tirent. Et comprendre à quel moment changer leur façon de tirer, changer leur direction va faciliter en fait leur traction. Et puis petit à petit, ils prennent le sens du bois en fait. J'ai découvert le débardage grâce à Véronique. Là, vous me voyez, c'est la première fois que je suis dans un bois avec le cheval. Allez, bonhomme. Allez. Ça va tirer. Allez. L'apprentissage avec les chevaux, ça apprend à respirer beaucoup, à éviter de s'énerver. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt assez nerveux, quoi. Et c'est vrai que voilà, c'est ça. Ça apprend beaucoup, quoi, sur garder son sang-froid dans certaines situations, et ça marche beaucoup mieux, quoi, avec le cheval. Allez, Brume. Aïe. Aïe. C'est bien grande. Mais bien massif. Il faut siffler, il faut taper dans le mur, dans le poteau si on est énervé, mais parce qu'il y a des jours ça marche bien, il y a des jours ça marche un peu moins bien, c'est du vivant. Et oui, ça fait un lien très fort quand même avec l'animal, quoi. Quand on l'emmène vraiment dans des endroits pas faciles, en marche arrière, juste à ras des talus, c'est tous ces petits détails, là, toutes ces choses qui font qu'il y a vraiment une confiance entre l'animal et l'homme qui se mettent en route, quoi. Et je lui parle en espagnol parce que le copain qui voyageait en roulotte et qui m'a appris le métier, il est espagnol. Et le moment où j'ai eu Tulipe, où j'ai voulu la remettre à des mots en français, c'était un peu compliqué pour elle. Alors que le vocabulaire espagnol, elle l'avait par cœur dans la tête, quoi. Donc voilà, et puis comme moi j'avais l'habitude d'avoir été formé avec ce vocabulaire-là, et je ne l'ai pas changé. Si j'ai mis droite et gauche. Voilà. Je trouve qu'en Ariège, il y a quand même un nid attraction animale, quoi, qui est assez important. Je ne sais pas si c'est du fait du relief ou des convictions des gens quand même qui viennent s'installer ici. Et oui, au début, il faut s'accrocher parce qu'il n'y a pas beaucoup de chantiers et du coup, l'argent, il ne rentre pas beaucoup et il faut quand même nourrir les chevaux, il faut les parquer, il faut acheter le matériel, il faut travailler, quoi. Donc, faut s'accrocher au début, ouais. Hey, hey, allez, chut, Philippe, allez, hey. Allez, 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 allez.
Le fait de faire un prélèvement dans une forêt, c'est une opération sylvicole qui vise à l'améliorer. Pour notre intérêt, elle se démerderait très bien sans nous. Et nous, on accélère des processus naturels parce que l'homme est un peu plus pressé que la forêt et on va chercher à prélever du bois en même temps qu'on améliore la forêt. Il faut être capable de regarder une forêt et de voir son évolution. Ou alors de lire dans les souches, de lire dans la forêt comment elle en est arrivée là. Et qu'est-ce qu'on peut se permettre d'y faire. Dans le cas d'une forêt comme celle-ci, même quand on fait une éclaircie, le sous-bois a la capacité de capter la lumière et donc le sol est protégé. Parce qu'un sol forestier, c'est très fragile. On peut le voir là maintenant déjà sur les parcelles en montagne. Par exemple, versant sud, vu que ça chauffe un peu ces dernières années, on peut plus se permettre de faire des coupes trop fortes là, dans des essences qui ne supportent pas justement l'assèchement des sols, quoi. Il y a 2 ans de ça, on a pu voir en montagne des forêts marron, quoi. Et cet été aussi. Et cet été un peu moins, mais aussi. Ouais. Des forêts complètement cramées par le soleil. Bon, les arbres ont survécu parce qu'une année, ils survivront, mais si ça se reproduit quelques années de suite, on peut perdre aussi toute une forêt. C'est fini.